Valider son projet de création d'entreprise. Quel que soit l'ordre juridique, fiscal, financier, social ou simplement administratif, toutes les questions doivent être validées à cet instant avant de vous lancer dans le grand bain. 1. Votre statut juridique. Plusieurs points doivent être examinés pour faire le bon choix. La compatibilité de votre statut juridique avec le régime fiscal choisi, sa compatibilité avec le statut social du dirigeant, sa compatibilité avec les caractéristiques propres à l'entreprise, telles que le nombre d'associés ou le montant du capital social par exemple. Si vous souhaitez limiter votre responsabilité au montant de vos apports dans l'entreprise, optez pour une SARL, EURL, SAS, SASU ou SASU, SA ou EIRL. Si vous souhaitez être rémunéré sous forme de dividendes, optez plutôt pour une SAS, une SASU, SASU, SARL à gérance égalitaire ou minoritaire, une EURL avec un gérant non associé ou une SA. Il est possible d'opter pour un autre statut proposant une rémunération sous forme de salaire. Dans une EIRL ou une SARL, les dirigeants sont travailleurs non salariés. Au contraire, les présidents de SAS, de SA ou les gérants minoritaires et égalitaires de SARL ou de EURL sont assimilés salariés. 2. Votre situation fiscale. Vous avez le choix entre deux modes d'imposition, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Si vous choisissez une imposition à l'impôt sur le revenu, IR, les bénéfices seront imposés directement au nom de chaque associé. Les entreprises individuelles, les EIRL, les EURL, les SNC et les sociétés civiles sont imposées à l'IR par défaut. Dans le cadre d'une société imposée à l'impôt sur les sociétés, c'est l'entreprise qui supporte l'imposition. Les associés sont rémunérés par le versement de dividendes. Les EURL avec un associé unique, personne morale, les SARL, les SAS, les SASU, SASU, les SA et les SCA sont imposés à l'impôt sur les sociétés par défaut. Le choix entre ces deux options se fait dans la perspective d'alléger votre fiscalité mais aussi d'étudier les conséquences de chacune sur le paiement des cotisations sociales. En 3, votre siège social. Le choix de l'adresse de votre siège social est un point stratégique, véritable reflet de votre entreprise aux yeux de toutes les parties prenantes. Pour le choisir, plusieurs options s'offrent à vous. La domiciliation commerciale permet à une entreprise d'obtenir une adresse de siège social par l'intermédiaire d'une société de domiciliation. Elles prennent en charge de nombreuses tâches de la vie quotidienne des salariés telles que la réception, le traitement, la numérisation et la réexpédition du courrier. Cette alternative permet d'installer son entreprise à moindre frais dans la mesure où les services d'une société de domiciliation sont accessibles à partir de quelques dizaines d'euros par mois. La localisation d'un local commercial est une solution plus onéreuse et vous engage au travers d'un contrat. Aussi, s'acquitter d'un loyer n'est pas toujours simple pour une jeune entreprise. Il faut également trouver une caution ou immobiliser des actifs auprès de votre banque. Le domicile personnel du dirigeant est un faux ami. Très simple en apparence, elle comporte de nombreux inconvénients dissimulés. Confondre siège social et domicile vous oblige à diffuser publiquement votre adresse personnelle. Enfin, tous les contrats de location d'habitation privée ne permettent pas de domicilier son entreprise chez soi. Parfois, le règlement de copropriété l'interdit. 4. Vos aides à la création d'entreprise. Plusieurs aides d'État seront proposées aux entrepreneurs en fonction de leur statut et de leur projet. L'ACRE, ACRE, vient d'évoluer et il est désormais possible d'en bénéficier au titre d'indépendant ou au travers d'une société. Parmi les statuts éligibles, les SA, SARL, SAS, SELARL, SELA, SELAS ont été retenus par les discussions gouvernementales. Elles offrent une exonération de cotisations sociales sous conditions. L'ARS est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise qui permet à l'entrepreneur d'obtenir 45% du montant du reliquat de ses allocations lors du lancement de son entreprise. Un deuxième versement intervient 6 mois après le premier. Une déduction de 3% sera appliquée sur le montant du capital. Le NACRE, NACRE, est un dispositif d'accompagnement de 3 ans minimum pour faciliter la création ou la reprise d'une entreprise. Du montant du projet à la structuration du schéma de financement
en passant par des conseils opérationnels pour le lancement de l'activité, de nombreux services sont dispensés. Il est de même possible d'obtenir directement un financement grâce à ce dispositif via l'attribution d'un prêt à taux zéro compris entre 1 000 et 8 000 € durant 5 années maximum. Vérifier chacune de ces étapes est capitale dans la perspective de lancer votre projet et pour optimiser ses chances de réussite. Pour faire le meilleur choix, n'hésitez pas à solliciter les conseils d'un professionnel qui sera le plus à même de vous aider pour vous orienter. Financer son projet de création d'entreprise. Que ce soit lors de la création ou au cours de son développement, le plus grand défi d'une entreprise est de réussir à se financer. Il en va de la survie du projet tout entier. La recherche du financement est un vrai enjeu pour les entrepreneurs. Où trouver les investisseurs et comment les convaincre de financer un projet via un apport ou un prêt? Premièrement, création d'entreprise, financer le besoin en fonds de roulement. La création d'une entreprise est un projet souvent personnel et ambitieux pour lequel il est difficile de trouver les premiers investisseurs. Les apports financiers du créateur de l'entreprise forment généralement les premiers investissements, suivis de ce qu'on appelle de la love money, les investissements des proches du porteur du projet. Par prêt personnel ou par rapport au capital, les proches peuvent contribuer au financement par soutien. D'autres investisseurs providentiels, banques ou fonds d'investissement, peuvent ensuite se pencher sur le dossier. Ils se prononceront sur leurs apports au capital ou leur validation d'un prêt en fonction du business plan, des investissements déjà réalisés et des perspectives de croissance de la société. La décision dépend du risque que représente le projet. Certains réseaux accordent des prêts d'honneur. Il s'agit d'un prêt personnel à taux zéro accordé à un entrepreneur en fonction de son projet. Le montant en euros est rarement élevé, mais il peut rassurer une banque qui envisagerait d'accorder un prêt. D'autres dispositifs exacts, comme l'ACRE, qui propose un accompagnement financier aux demandeurs d'emploi qui se lancent dans la création d'entreprise, le crowdfunding ou financement participatif est aussi une solution pour les entreprises qui touchent un large public et qui peuvent mobiliser leur réseau de soutien via le web. 2. Développement de l'entreprise. Financer l'activité et la croissance pour financer de nouveaux appareils, des locaux ou d'autres besoins matériels, l'entrepreneur peut recourir à nouveau à l'emprunt bancaire. La banque sera d'autant plus enclin à accepter le prêt si la santé financière de l'entreprise est stable depuis plusieurs années. Dans certains cas, la banque peut contacter BPI France, la banque publique d'investissement, afin de réaliser un prêt complémentaire ou de fournir une contre-garantie. Plus intéressante pour l'entrepreneur, les aides publiques proposent des financements qui n'exigent pas d'être remboursés. Il existe de nombreuses subventions à identifier selon le domaine d'activité et la localisation de l'entreprise, ainsi que des crédits d'impôt et des exonérations fiscales qui permettent d'alléger bon nombre de dépenses. La CCI d'Île-de-France, par exemple, propose un prêt d'honneur Croissance Initiative CCI, spécialement dédié au financement du développement des entreprises. Au niveau européen, le programme Instrument PME sert aussi à financer les PME dans leur phase de développement, par le biais de partenariats transnationaux qui favorisent la croissance. Enfin, les business angels et les fonds d'investissement, qui étaient difficiles à convaincre lors de la création du projet, sont plus susceptibles de rejoindre le capital une fois la société lancée et sa viabilité établie. Un business plan solide reste un outil indispensable pour convaincre ses investisseurs de franchir le pas. Les fonds d'investissement fournissent un capital investissement dont la valeur peut être significative pour l'entreprise. L'AFIC, Association française des investisseurs pour la croissance, fournit une base de données des fonds d'investissement. Les démarches à accomplir après avoir créé son entreprise. Dès lors que l'entreprise est créée, vous pouvez démarrer officiellement votre activité. De plus, il est nécessaire de tout mettre en place pour que l'entreprise fonctionne correctement. Une fois que vous avez procédé à la création de votre entreprise et obtenu votre immatriculation, vous allez devoir accomplir d'autres démarches le plus rapidement possible afin que tout soit en place pour démarrer votre activité avec sérénité. En premier lieu, j'ouvre mon compte bancaire professionnel. Sauf si vous avez choisi d'exercer en entreprise individuelle, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire dédié à votre entreprise.
Concernant le compte bancaire, voici ce que vous devez retenir. Si votre entreprise est une société commerciale, vous devez ouvrir un compte bancaire professionnel si cela n'a pas déjà été fait préalablement, en cas d'apport en numéraire sur un compte bloqué dans un établissement bancaire. L'ouverture d'un compte est d'ailleurs obligatoire pour procéder au dépôt des apports en numéraire. Si votre entreprise est une entreprise individuelle, vous devez ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité en cas d'adoption pour le IRL. Dans les autres cas, l'ouverture d'un compte dédié à votre activité est recommandée. Si vous ne respectez pas les règles au niveau du compte bancaire dédié à votre entreprise, vous encourez de graves sanctions en cas de contrôle par l'administration. En 2, je débloque les apports déposés sur un compte bloqué. Le déblocage des sommes relatives aux apports en numéraire libérés dès la constitution de la société s'effectue en communiquant votre extrait CABIS au dépositaire des fonds, la banque en général. Ainsi, les fonds seront versés sur le compte bancaire de l'entreprise et ils pourront être utilisés pour payer vos dépenses, vos investissements, vos frais, etc. Vous n'avez aucune obligation de conserver ces fonds sur le compte de l'entreprise ou sur un compte spécifique. Ils peuvent être utilisés en intégralité. Par exemple, une entreprise ayant un capital social de 100 000 € constitué avec des apports en numéraire peut très bien n'avoir aucune trésorerie sur son compte bancaire. En 3, je vérifie les informations fiscales de mon entreprise. À la suite de l'immatriculation de votre entreprise, l'administration fiscale vous transmettra un courrier ayant pour objet la création de votre activité professionnelle. Dans ce courrier, l'administration fiscale indique les informations fiscales dont elle dispose à propos de votre entreprise. On y retrouve notamment le type d'imposition des bénéfices, IS ou IR, le régime d'imposition des bénéfices, régime réel normal, régime réel simplifié, régime de la déclaration contrôlée, régime micro-entreprise, le régime d'imposition à la TVA, régime réel normal, régime réel simplifié, régime de la franchise en base, régime des non imposables. Vous devez vérifier les informations figurant dans ce courrier pour vous assurer que tout est correct. En cas d'erreur, il vous faut contacter le plus rapidement possible le service des impôts dont vous dépendez pour effectuer les corrections nécessaires. En 4, je souscris les contrats d'assurance nécessaires. Avant de débuter votre activité, il est important de couvrir votre entreprise contre tout risque auquel elle peut être confrontée. La typologie des assurances à souscrire dépend de la nature de votre activité et de ses modalités d'exercice. Dans tous les cas, il faut au moins souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ou une assurance multirisque professionnelle. Ensuite, dans certains secteurs d'activité, des assurances sont obligatoires. C'est par exemple le cas dans le secteur du bâtiment avec l'assurance décennale. De plus, si vous avez des besoins spécifiques au niveau de votre protection sociale ou de vos droits à la retraite, il faut souscrire des contrats d'assurance complémentaires nécessaires. Complémentaire santé, retraite complémentaire, prévoyance. Enfin, si vous embauchez du personnel, vous avez l'obligation de souscrire un contrat d'assurance complémentaire santé pour tous vos salariés qui ne disposent pas déjà d'une couverture complémentaire. En 5, je fais adhérer l'entreprise à une caisse retraite. Une fois que votre entreprise est créée, vous devez adhérer à une caisse de retraite dès lors que vous embauchez votre premier salarié. Lorsque vous n'embauchez pas de salariés, cette adhésion n'est plus nécessaire depuis le 1er janvier 2018. En effet, toute entreprise nouvellement créée est exemptée de l'obligation de s'affilier à une caisse de retraite complémentaire. Ce n'est qu'à l'embauche de votre premier salarié que vous devez effectuer la démarche d'adhésion. 6. Je mets en place la facturation et la comptabilité. Dès que l'activité de l'entreprise démarre, il faut que votre système de facturation soit mis en place afin de pouvoir délivrer vos premières factures. Vous devez renseigner à propos du fonctionnement de la facturation et des règles à respecter. Ensuite, vous allez devoir choisir votre logiciel de facturation et le paramétrer correctement. Si vous souhaitez gérer vous-même la saisie de votre comptabilité, nous vous conseillons d'utiliser une application qui gère à la fois la facturation et la comptabilité. Cela vous permettra d'avoir un enregistrement automatique en comptabilité de toutes les factures clients que vous établissez. Si cela n'est pas déjà fait, vous devez choisir un cabinet d'expertise comptable, sauf si vous gérez toute votre comptabilité vous-même. De plus, si vous êtes à l'impôt sur le revenu
Et sous un régime réel, réel simplifié, réel normal, déclaration contrôlée, au niveau des bénéfices professionnels, vous devez adhérer à un centre ou à une association de gestion agréée. Gestion de la facturation. La gestion de la facturation est très importante pour une entreprise dans le cadre de ses échanges avec ses clients. La facture permet notamment de matérialiser la transaction financière liée à la vente ou la prestation délivrée. Et elle constitue une pièce justificative en comptabilité et en fiscalité. Premièrement, l'obligation de facturation pesant sur les entreprises. Tout d'abord, les professionnels ont une obligation de facturation. La facturation est obligatoire pour tout achat de produits ou toute prestation de services réalisée, pour des besoins professionnels, pour les ventes à distance, pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités, pour les prestations de services délivrés à des particuliers dont le montant TTC s'élève à au moins 25 €, ou si les particuliers demandent une facture, et enfin, pour les ventes délivrées à des particuliers qui demandent une facture. Si nécessaire, vous avez la possibilité de sous-traiter votre facturation en donnant mandat à une autre personne de les établir en votre nom et pour votre compte. Deuxièmement, la date d'établissement de la facturation. Concernant la date à laquelle la facture doit être établie, voici les règles applicables. Pour les ventes, la facture est en principe établie lors de l'acceptation de la commande ou lors de la livraison si elle intervient plus tard. Pour les prestations de services, la facture est en principe établie le jour où la prestation est achevée. Les factures doivent être établies en au moins 2 exemplaires, avec un exemplaire remis au client et un autre exemplaire conservé par l'entreprise. 3. Les supports à utiliser pour la facturation. Les factures peuvent être établies en format papier ou en format électronique. L'administration fiscale tolère l'utilisation de la facturation électronique à condition d'employer l'une des méthodes suivantes. En recourant à la signature électronique, en utilisant l'échange de données informatisées pour télétransmettre les factures, en recourant à une solution technique autre que la signature électronique ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou de prestations qui en est le fondement. De plus, l'administration fiscale admet qu'une facture établie sous format papier puis numérisée, envoyée et reçue électroniquement, soit considérée comme étant une facture électronique. Une signature électronique doit sécuriser la facture numérisée. La facture de départ, sous format papier, doit toutefois être conservée. 4. Les informations obligatoires en matière de facturation. Les factures que vous établissez dans le cadre de votre activité professionnelle doivent comporter plusieurs informations obligatoires. Chaque mention manquante peut être sanctionnée par une amende et par une sanction pénale. 5. La certification obligatoire du logiciel de facturation à compter de 2018. Pour établir vos factures à compter du 1er janvier 2018, vous devrez obligatoirement utiliser un logiciel de gestion satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attesté par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur. 6. Les obligations de conservation au niveau de la facturation. En matière de conservation des factures, voici les règles applicables. La loi 2008-561 précise que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans. Sur le plan comptable, les factures doivent être conservées pendant 10 ans étant donné qu'il s'agit de pièces justificatives. Sur le plan fiscal, les factures doivent être conservées pendant au moins 6 ans à compter de la date de leur établissement. Mettre en place sa comptabilité. Quand faut-il mettre en place sa comptabilité ? Il est conseillé de mettre en place la comptabilité le plus rapidement possible. En fonction de votre activité, la comptabilité aura un rôle plus ou moins important dans le pilotage de votre entreprise. Par exemple, si vous démarrez une activité de négoce, vous devez la mettre en place immédiatement, car vous allez avoir besoin d'informations issues de la comptabilité pour gérer vos relations clients et fournisseurs. 2. Quel système de comptabilité faut-il mettre en place ? Le système de comptabilité que vous devez mettre en place dépend du régime d'imposition des bénéfices de votre entreprise. 3. La comptabilité pour les entreprises au régime réel d'imposition.
Les entreprises au régime réel d'imposition doivent en principe tenir une comptabilité dite d'engagement. Ce système consiste à comptabiliser une recette dès qu'elle est acquise et une dépense dès qu'elle est engagée. Lorsque vous êtes au régime réel simplifié d'imposition ou en déclaration contrôlée, vous pouvez tenir une comptabilité de trésorerie. Ce système de comptabilité est beaucoup plus simple à gérer qu'une comptabilité d'engagement. Toutefois, les entreprises qui ont besoin de suivre les encours clients et fournisseurs adopteront logiquement une comptabilité d'engagement. En tenant une comptabilité de trésorerie, vous devez enregistrer en cours d'exercice uniquement les mouvements qui affectent votre trésorerie et à la clôture de l'exercice, toutes les créances et les dettes en cours, factures clients, factures fournisseurs non encore payées par exemple. 4. La comptabilité pour les micro-entreprises. Si vous avez opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise, vos obligations comptables sont très allégées et vous n'avez pas besoin d'établir des comptes annuels. Vos travaux à prévoir en comptabilité consistent uniquement à tenir un livre de recettes qui contient toutes les recettes encaissées et qui fournit plusieurs informations pour chaque opération, tenir un registre des achats qui contient toutes les dépenses payées et qui fournit plusieurs informations pour chaque opération. Ce registre n'est obligatoire que si votre activité consiste à la vente de marchandises ou à la vente de fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter ou en la fourniture de prestations d'hébergement. La création d'entreprise. Qu'est-ce qu'un état d'esprit ? Dans un état d'esprit fixe, la plupart des gens croient que leurs qualités de base comme l'intelligence ou le talent sont simplement des caractéristiques fixes. Ils consacrent leur temps à documenter leur intelligence ou leur talent au lieu de les cultiver. Ils croient également que le talent seul entraîne le succès sans effort. Les différents états d'esprit d'un créateur d'entreprise. Tout d'abord, la passion. La passion est un état d'esprit simple à mettre en pratique. Il faut savoir qu'à certains moments, vous serez sûrement confronté à encaisser des mauvaises nouvelles. Mais il faut bien savoir se relever de celles-ci et bien sûr les accepter. Dans l'esprit d'un entrepreneur, vous avez l'obligation de savoir rebondir et faire de votre échec une force et un apprentissage qui vous servira par la suite. Toujours avoir une vision à long terme. Dans une entreprise, un business en pleine croissance a deux options. Soit il continue de prendre de l'ampleur et ne cesse d'augmenter, soit le business stagne et rencontre une période plate, c'est-à-dire constante sur plusieurs mois. En revanche, pour vous sortir de cette stabilité plate, si on peut dire comme ça, vous avez deux issues. Si vous ne mettez pas l'énergie suffisante pour vous sortir de cette situation, soit vous risquez d'être confronté à une chute de votre activité ou à une diminution de votre chiffre d'affaires, soit vous êtes confronté à une descente. Attention, il se peut que vous conserviez votre seuil de stabilité actuel. Le fait d'avoir cette capacité de pouvoir voir loin et durablement va vous permettre de vous projeter, vous ainsi que votre entreprise, vers demain. En acquérant cette capacité, cela va vous aider à anticiper la fin d'un marché, le début d'un marché, un recrutement, une croissance, une problématique fiscale ou environnementale, voire juridique. Acquérir une capacité de vision à long terme n'est pas une chance donnée à tout le monde. C'est une capacité qui s'acquiert et qui se travaille au fil du temps. Prenons un exemple. L'entrepreneur qui est peintre et qui a déjà son propre réseau, sa propre clientèle. Il suffit que cette clientèle le délaisse pour qu'il soit amené à traverser une phase compliquée, suivant laquelle il aura du mal à retrouver ses repères. S'il voyait loin et qu'il avait entrepris une vision à long terme, il aurait pu anticiper le départ de sa clientèle et en trouver une nouvelle durant une période pendant laquelle il aurait pu permettre à son entreprise de stagner et non de subir une diminution de croissance aussi brutale que ce qu'il rencontre actuellement. Dans cette vision à long terme, il faut toujours avoir une logique, réfléchir à demain. Il faut toujours se poser la question « Où aimerais-je me situer demain, voire
après-demain. Et c'est en se posant ce genre de questions que parfois, sans même le vouloir ou le faire exprès, vous verrez plus loin pour votre entreprise en anticipant les différentes problématiques que vous pourriez être amené à rencontrer. En veillant à toujours se projeter sur du long terme et en voyant loin pour votre entreprise, vous allez veiller à la pérennité de celle-ci. La capacité à prendre des risques. Savoir prendre des risques, c'est être confronté constamment à la prise de décision, périlleuse ou judicieuse. Tant que vous ne vous lancez pas, vous n'aurez pas la réponse à cette question. Un principe en finance dénonce que le rendement est la résultante de la prise de risque. Ce qu'il faut retenir à travers ce principe, c'est de savoir gérer le risque pris. Il faut être maître de celui-ci, même si vous n'êtes pas en possession de tous les éléments dont on devrait disposer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Sans cette prise de risque, vous risquez de perdre votre liberté d'entreprendre, voire même votre envie d'entreprendre tout simplement. Le leadership de l'entrepreneur. Le management actuel a subi d'énormes changements versus le management auquel nous étions confrontés auparavant. Lorsque le patron entrait dans une pièce, tous les employés avaient un stress, une adrénaline en eux qui faisait qu'ils se mettaient tous au travail immédiatement, par peur que le manager leur fasse une ou plusieurs remarques. Aujourd'hui, au sein d'une entreprise, il faut être capable d'instaurer une sorte de leadership qui fait que les gens ne vont pas travailler pour vous par crainte, mais par envie, voire par attachement. Le rôle d'un leader est d'être certes un responsable, mais un responsable différent de ceux qu'on pouvait rencontrer auparavant. En tant que leader, vous devez être à l'écoute de vos salariés, être bienveillant, les accompagner dans leur développement, prendre en compte les particularités et les différents métiers de chacun. La clé du management est de justement faire fédérer les entreprises autour d'un responsable. Si vous réussissez à faire acquérir ce fonctionnement au sein de votre entreprise, vous allez apporter une synergie. Le processus managérial est un élément très important. C'est grâce au process que vous allez suivre que vous allez motiver vos équipes et leur apporter une bonne cohésion. Ces 4 états d'esprit que nous venons de voir ensemble sont primordiaux pour un entrepreneur. Les compétences de l'entrepreneur. Tout d'abord, un entrepreneur doit savoir saisir les opportunités qui lui sont présentées. Que ce soit une opportunité matérielle, acquisition d'un local afin d'exercer votre activité par exemple, ou au contraire immatérielle, acquisition d'un poste responsabilisant dû à un départ à la retraite par exemple. Si vous êtes confronté un jour à ce genre de prise de décision, ne réfléchissez pas et foncez. Nous avons tout à apprendre et rien à perdre. Ces opportunités ne se présenteront peut-être pas 2 fois. Il y a certainement un risque quelque part de prendre cette décision de façon immédiate sans avoir eu le temps suffisant dont on a besoin pour accepter ou décliner l'offre qui nous est proposée, mais lorsque l'on est entrepreneur, nous n'avons pas forcément le temps de réfléchir à une seule chose sur une journée complète. Surtout lorsqu'on est jeune entrepreneur, nous apprenons tout sur le tas et nous avons la tête un peu partout. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer beaucoup trop de temps sur une seule problématique ou sur une prise de décision. Posez-vous les bonnes questions instantanément. Ai-je les ressources suffisantes pour accepter cette décision? Ai-je vraiment besoin de ça maintenant? Y a-t-il à creuser plus pour cette décision? Modéliser sa vision en tant qu'entrepreneur. Outils nécessaires, business plan. Si vous n'avez pas de business plan ou de bilan, ou si vous n'êtes pas capable de répondre combien de charges vous avez et combien de charges vous aurez dans 3 mois ou dans 1 an, vous êtes déjà dans l'erreur. Car comme nous l'avons vu précédemment, nous avons parlé de passion. La passion est un état d'esprit qui vous permet justement de vous guider. Et si vous êtes guidé par une passion ou par une euphorie en quelque sorte, vous ne verrez pas ce qu'il se passe autour de vous. Vous ferez donc l'impasse sur les sources d'énergie négatives et vous vous concentrerez uniquement sur votre source d'énergie positive. À cause de ça, vous allez parfois avoir une propension à occulter la défaillance. Prenons un exemple. Sur le dernier trimestre, je réalise un chiffre d'affaires de 30 000 € par mois.
Sauf que j'ai 35 000 € de charges par mois. Résultat, je dépense plus que ce que je gagne. C'est pour cela qu'il faut avoir une vision claire de son entreprise. Il faut être capable de faire la balance entre vos bénéfices et le montant de vos charges. Il est impératif qu'en tant qu'entrepreneur, vous connaissiez le montant de vos revenus ainsi que le montant de vos dépenses d'un mois sur l'autre. Pour y parvenir, rédigez un tableau Excel, par exemple, comprenant l'intégralité de vos charges au centime près, incluant la TVA ou non. Attention cependant à la TVA, si vous faites une erreur de calcul en oubliant de compter la TVA, vous pourriez à nouveau être en perte, car comme vous le savez, la TVA ne revient pas à l'entrepreneur. La seule leçon à retenir de cela est de connaître ces ratios. En comptabilité, un ratio est un coefficient ou un pourcentage généralement calculé entre deux masses fonctionnelles du bilan ou du compte de résultat. Les ratios servent à mesurer la rentabilité, la structure des coûts, la productivité, la solvabilité, la liquidité, l'équilibre financier, etc. Et se fixer des objectifs pour les mois à venir. Si vous suivez ce plan que nous venons d'évoquer, vous allez pouvoir y voir clair dans vos calculs. Et c'est comme ça aussi que votre entreprise va prendre de l'ampleur et qu'elle va se développer. Le positionnement de son entreprise. La prise de conscience est un élément phare pour le positionnement de votre entreprise. Il faut connaître ses concurrents, savoir les situer et vous situer également sur le marché, savoir se démarquer et se poser la question suivante: pourquoi et comment dois-je faire pour que la clientèle vienne chez moi et pas chez mon concurrent? Pour positionner un produit sur un marché et pour que le modèle économique soit bon, il faut un équilibre autour du produit. Et c'est quelque chose qui se pense, qui se réfléchit. Par exemple, un électricien passe vous voir et vous lui demandez de réaliser un devis. Il vous énonce les éléments à changer. Il pense que les réparations vont vous coûter environ 15 000 € et vous dit que tout sera fait sous un mois environ. Un second électricien passe et vous propose plusieurs offres. Vous faites votre sélection et le lendemain matin, comme vous en avez informé l'électricien, vous recevrez votre devis parfaitement rédigé par mail. Celui-ci vous annonce 18 000 €. Dans son contrat, il s'engage à faire les travaux sous 15 jours et chaque jour qui passe, en plus de ce délai, vous percevrez une indemnité si les travaux ont pris du retard ou n'ont pas encore commencé. Il est prévu l'envoi automatique de la facture et tout semble parfait. Dans cet exemple-là, même si le premier électricien vous fait un prix plus attrayant, même s'il a une très bonne expérience dans le métier par exemple, vous ne serez pas sûr de le choisir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une qualité de prestation évoquée. La qualité de la prestation et le suivi qui en découle est clé pour l'image et le sérieux de l'entrepreneur. Le message que l'on souhaite vous faire passer à travers cet exemple est qu'il faut vous organiser. Il faut que le service ou le produit que vous décidez de vendre soit présenté de façon à ce que vous respectiez les règles et le fonctionnement du marché d'aujourd'hui. Prenons d'autres exemples. Vous ne pouvez pas dire « je vends du cuir haut de gamme » et ne pas fournir le service auquel nous aimerions nous attendre par la suite si on achète du cuir haut de gamme. C'est inconcevable sur le marché du travail et malheureusement, ça ne pourra que porter préjudice à votre entreprise et à sa croissance. La compétence commerciale. Parlons de la compétence ou des compétences commerciales. La compétence commerciale, c'est vous et votre concurrent. Un client entre dans vos deux boutiques et va vous mettre en concurrence. Il va vous poser à tous les deux les mêmes questions et va finir par opérer un choix. Vous pouvez avoir les charges que vous voulez, le produit que vous voulez. Si vous ne savez pas vendre ce produit ou ce service, vous n'y arriverez pas. Il n'y a rien de pire que d'être bloqué dans une activité qui ne vous rapporte rien et qui vous fait perdre énormément d'argent. Cette détresse peut vite devenir une charge mentale lourde et très dure à gérer. Prenons un exemple. Un boulanger est ouvert depuis 2 ans. Il subit cette charge mentale au quotidien, il ne fait pas de chiffres. Quelques mois plus tard, une clientèle commence à se former
et commence à lui faire voir la lumière du jour. Mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est tout simplement le rôle du processus commercial. C'est la manière dont le vendeur va s'y prendre pour vendre son produit ou service, sa façon de communiquer, parfois un sourire ou une simple phrase sympathique à entendre peut faire la différence. Une offre avantageuse a été présentée au client par exemple. Or, vous pensez que le client ne reviendra peut-être pas ou ne parlera pas de vous, autour de lui notamment? Détrompez-vous. Le processus de vente est une compétence essentielle dans l'entreprise. Sans elle, on peut avoir les meilleures qualités du monde, avoir énormément de connaissances, on ne réussira pas à vendre si l'on ne souhaite pas mettre en place ce processus. Parlons du marketing, la compétence marketing. Celle-ci se caractérise par la présentation d'un produit. Sans la compétence marketing, votre service commercial ne pourra pas qualifier ses contacts ou tout simplement vendre. Ce processus marketing va accompagner votre service commercial dans la réussite de ses objectifs. Soit par ce processus, vous lui amènerez directement des contacts qualifiés ou alors il prospectera par lui-même. Ce processus marketing l'aidera à aller directement à l'objectif et il n'aura plus qu'à contacter, prospecter votre cible pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le marketing, c'est quoi? Il y a plusieurs actions. Vous avez du référencement naturel avec Google, par exemple, du référencement également payant avec Google. On peut trouver des clients sur Facebook, récupérer des clients sur Instagram, sur LinkedIn, ou encore utiliser les emailing qui fonctionnent toujours. En bref, il y a énormément de manières d'aller chercher des clients. La maîtrise de votre marketing est primordiale pour la vente de votre produit ou de votre service. On dirait même que c'est essentiel. Quand vous fournissez un produit, vous fournissez bien au-delà de votre produit, de votre service, de votre prestation. Vous fournissez votre marque, votre service après-vente et vous mettez en avant l'image de votre entreprise. En conclusion, avant de lancer votre offre sur le marché, sachez la présenter, la vendre, la valoriser. Qu'est-ce qu'un bon mindset d'entrepreneur? Le terme mindset est surtout utilisé en développement personnel. Mais depuis quelques années, il est devenu un concept clé dans le monde de l'entrepreneuriat. On entend de plus en plus qu'un bon mindset est essentiel pour réussir. Ou encore que pour se lancer sur le web ou dans l'entrepreneuriat, il faut changer son mindset. Si ce mot anglais se traduit par état d'esprit, il représente en effet la mentalité que vous devez adopter pour faire prospérer votre business. Car oui, il faut bien se l'avouer, créer votre propre entreprise, même si vous êtes très motivé, ça peut être assez angoissant. Il vous faudra aussi pouvoir affronter les difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin. Alors, qu'est-ce que ce fameux mindset? Qu'est-ce qu'un bon mindset d'entrepreneur? Je vais vous apporter aujourd'hui des réponses à cette question essentielle. Un bon mindset d'entrepreneur, c'est d'abord se montrer positif et optimiste. Le mindset, c'est la façon dont vous allez aborder les choses qui vous arrivent. Mais c'est aussi votre mentalité, votre façon de penser. Et pour développer un bon mindset d'entrepreneur, vous devez absolument penser positif. Rappelez-vous que tous les obstacles sont surmontables et faites-vous confiance. Encore mieux, transformez les difficultés que vous rencontrez en opportunités. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Vous n'avez pas assez d'argent? Ça tombe bien, puisque vous œuvrez pour en gagner. Et puis, vous êtes sûrement éligible à des aides ou à des financements. Renseignez-vous. Vous manquez de compétences? Super! C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Formez-vous. Le secret, c'est de toujours voir des opportunités là où les autres voient des difficultés. C'est en vous que se situe la clé de la réussite de votre entreprise. Tout se passe dans la tête, dans votre tête, sachez-le. La plupart des entrepreneurs qui ont réussi évoquent systématiquement les ressources intérieures, mentales et psychologiques qu'ils ont mobilisées pour développer leur business. En tant qu'entrepreneur, j'en suis un bon exemple. Restez donc
optimiste et chassez de votre esprit vos croyances limitantes, vos doutes et vos mauvaises pensées. Un bon mindset d'entrepreneur, c'est être patient et faire preuve de détermination. Il vaut mieux que vous le sachiez. Un business qui marche, ça peut être très long à mettre en place. La réussite se construit généralement sur du long terme. Il vous faudra donc vous armer de patience et de persévérance. Malgré les échecs, malgré les résultats qui tardent à venir, ne baissez pas les bras. Gardez confiance, car votre projet en vaut la peine. C'est ça le mindset de l'entrepreneur qui réussit. Il sait que son idée est la bonne, il sait que les échecs le feront avancer. On peut citer les paroles de plusieurs grands hommes. Thomas Edison, par exemple, « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Ou encore Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Vous voyez ici la perception des opportunités ? Considérez vos échecs comme des résultats à analyser, comme des indications de chemin à éviter. Le parcours de l'entrepreneuriat est semé d'embûches et d'imprévus. Votre détermination à réussir vous fera rebondir là où d'autres échoueront. Un bon mindset d'entrepreneur, c'est aussi être ambitieux et courageux. L'ambition est très importante. Elle vous poussera à cibler des objectifs et vous donnera les moyens de les atteindre. Un entrepreneur qui réussit est doté d'une motivation inépuisable et d'une détermination sans faille. C'est pour ça qu'il n'abandonne jamais et qu'il n'a pas peur de prendre des risques. Sa principale source de motivation, son but profond, c'est la manière dont il envisage sa vie sur le long terme. Car il considère que la qualité de sa vie est liée à la prospérité de son entreprise. Cette question-là est intimement liée au grand pourquoi de l'entrepreneur. Il avance sereinement en se connectant à ses motivations profondes. Et pour cela, il est prêt à beaucoup de sacrifices. Il travaille sur ses projets lorsque les autres sont en vacances. Il ne compte pas ses heures. Il n'hésite pas non plus à sortir de sa zone de confort. Il ne reste pas sur ses acquis. Il ose rêver grand. Le mindset de la réussite implique en effet aussi le courage. Vous allez donc devoir dépasser vos peurs et prendre des risques plus d'une fois. C'est ainsi que vous vous rendrez compte que rien n'est impossible. Et lorsque vous ressentirez des émotions négatives comme l'insatisfaction ou le doute, il vous faudra analyser vos faux pas afin d'apprendre de vos erreurs et progresser toujours plus. Surtout, n'abandonnez jamais. Un bon mindset, c'est être en action, pas dans l'attente. Et ça, les entrepreneurs qui réussissent l'ont bien compris. Ça ne sert à rien de voir de belles connaissances théoriques si vous ne les mettez pas en pratique. Ça ne sert à rien non plus de passer des heures à vous documenter sur les meilleures stratégies de vente si vous n'osez pas passer à l'action derrière. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon moment. Vous devez oser vous lancer. C'est de cette façon que vous apprendrez et que vous prendrez confiance. Si vous êtes perfectionniste, il faudra vous faire violence et accepter le fait qu'il vaut mieux que les choses soient faites plutôt que parfaites. Autrement, vous pourriez passer à côté de beaux projets. Être dans l'action, c'est aussi vous mettre à jour constamment et acquérir de nouvelles compétences. Le monde du web est en constante évolution. Il faut vous y adapter tous les jours. Acceptez également de vous remettre en question et de changer d'angle de vue, de réfléchir à de nouvelles idées. Mais faites attention à ne pas tomber dans le piège de l'hyperactivité. Internet est également une source immense de possibilités. On peut vite se perdre si on ne se limite pas. Si vous le pouvez, entourez-vous d'une équipe et apprenez à déléguer certaines tâches. Concentrez-vous sur l'essentiel et pensez à évaluer l'efficacité des actions que vous menez au quotidien pour être le plus productif possible. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon mindset d'entrepreneur repose sur plusieurs savoir-être. Se montrer toujours positif et optimiste, être patient et déterminé, faire preuve d'ambition et de courage et être constamment dans l'action. N'oubliez pas que vous pouvez toujours travailler votre mindset. Les choses ne sont pas figées, surtout au niveau mental et cérébral. Cinq astuces pour développer un bon mindset d'entrepreneur.
Un bon mindset est indispensable pour un entrepreneur, car l'entrepreneuriat, quelle que soit sa forme, n'est pas donné à tout le monde. C'est une aventure longue et difficile qui est parsemée de nombreux challenges. Avoir un bon site web, un bon produit ou un service de qualité ne suffira pas pour vous faire prospérer. Votre état d'esprit est également très important. Un jour, ce sera l'euphorie totale grâce à des volumes de commandes élevés ou à un trafic important. Et un autre jour, vous serez au bas de l'échelle à cause d'un bad buzz, d'un mauvais investissement ou de toute autre raison. Toutefois, il est possible d'atteindre vos objectifs, quel que soit ce que vous traversez. Voici 5 astuces efficaces pour y arriver. Première astuce, être positif. Positive. Pour développer un bon mindset d'entrepreneur, vous devez à tout prix éviter le négativisme. Pensez toujours de manière positive et éliminez les excuses du genre je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas beaucoup de contacts, je n'ai pas assez de connaissances techniques. De toute façon, ça ne marchera pas. Comprenez ceci. Les personnes qui ont réussi dans la vie en général et sur le web en particulier ne sont pas forcément les plus intelligentes. Elles n'ont pas forcément quelque chose de spécial et ne sont pas forcément des personnes brillantes. Elles ont juste utilisé les idées qu'elles avaient à leur disposition et ont cherché les outils et les informations qu'il leur fallait pour atteindre leurs objectifs. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir si vous le désirez ardemment et si vous vous en donnez les moyens. Et surtout, retenez ceci, tous les défis vous sembleront insurmontables jusqu'à ce que vous fassiez le premier pas. Lancez-vous et vous prendrez progressivement confiance en vous. Vous ne saurez pas de quoi vous êtes capable tant que vous ne vous jetterez pas à l'eau. Oubliez le fait que vous êtes nouveau dans le domaine que vous adressez. Que ce soit dans les affaires, le sport, la politique ou le divertissement, tous les experts étaient des nouveaux au début. Si vous n'avez personne pour vous motiver, auto-motivez-vous en pensant à toutes les choses que vous pourrez réaliser dès que vous atteindrez vos objectifs. Certes, l'entrepreneuriat sur Internet n'est pas un Eldorado, mais vous pouvez y réaliser vos rêves. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi pour développer un mental qui résiste à toute épreuve. Si d'autres personnes ont pu le faire, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Deuxième astuce, être patient et persévérant. La patience et la persévérance sont des caractéristiques essentielles d'un bon mindset d'entrepreneur. Sans elles, vous risquez de déchanter assez vite. Vos efforts pour bien référencer votre site web ou vendre votre produit, votre service, ne vous permettront pas de passer dans les 10 premiers de votre univers en quelques secondes. Une campagne de netlinking ne vous permettra pas d'accroître le trafic de votre blog ou de votre site en une semaine. Vos ventes ne décolleront pas forcément tout de suite dès que vous produirez du contenu sur les mots-clés de la longue traîne de SEO. Mais vous ne devez pas pour autant arrêter. Le temps est votre meilleur allié pour des résultats durables. Certains, trop pressés, seront tentés d'utiliser des méthodes illégales et finiront par être pénalisés, par perdre de l'argent et surtout par perdre de l'énergie. Gardez à l'esprit qu'un business qui marche se construit sur le long terme. Les GAFA et plusieurs de nos licornes françaises en sont un bon exemple. Sur le chemin, vous rencontrerez sûrement des problèmes, des temps gris, du découragement et plein d'autres choses dont vous n'avez aucune idée. Mais vous devez vous battre jusqu'à parvenir à la réussite. Un entrepreneur qui désire réellement réussir n'a pas de limite. Tout en respectant la loi, il doit donner le meilleur de lui-même pour faire avancer ses projets. 99 échecs ne doivent pas vous arrêter car c'est peut-être sur le 100e essai que vous réussirez. Ne lâchez rien et gardez le cap contre vents et marées. Troisième astuce, être ambitieux, être ambitieuse. L'ambition est un élément important d'un bon mindset d'entrepreneur. C'est elle qui vous permettra de réussir à atteindre des niveaux élevés. Elle vous obligera à vous fixer des objectifs et à vous donner les moyens pour les atteindre. Ayez des projets fous et lancez-vous, même si personne ne croit que cela est possible. Ne vous limitez surtout pas à ce qui est petit ou à des choses que vous pouvez faire sans fournir beaucoup d'efforts. Sortez de votre zone de confort chaque jour et explorez de nouveaux sentiers. Vous voulez développer votre ambition dans les affaires et dans la vie en général? Lisez La magie de voir grand de David Schwartz ou Steve Jobs de Walter Isaacson.
Et pour être sûr de ne pas perdre de vue vos objectifs, écrivez-les sur un papier pour les garder constamment en face de vous. 4e astuce, être constamment dans l'action. La célèbre maxime « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » caractérise très bien le mindset d'un entrepreneur. Vos connaissances théoriques ne vous serviront à rien tant que vous ne les appliquez pas dans votre business. Pour un début, vous allez devoir oublier les grasses matinées et les virées entre potes tous les week-ends. Une bonne dose de sacrifice est nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise. Mais faites attention à ne pas tomber dans le piège de l'hyperactivité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul et d'être excellent dans tous les domaines. Si vous en avez les moyens, entourez-vous d'une équipe et apprenez à déléguer ou à sous-traiter certaines tâches. Utilisez également des logiciels de productivité pour évaluer l'efficacité des actions que vous menez au quotidien. Par ailleurs, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que vous avez obtenu de bons résultats. Travaillez constamment pour aller plus loin, car la concurrence n'est jamais loin. Stagner, c'est reculer. 5e astuce, formez-vous régulièrement. Que ce soit sur le web ou dans tout autre domaine, les réalités changent régulièrement et les défis ne font que s'accroître. Inscrivez-vous dans un processus de formation continue pour accroître votre confiance en vous. Nous en proposons d'ailleurs de nombreux en la matière. Ainsi, vous ne serez pas pris de court par les changements qu'il y a dans votre activité. Nous veillons, en ce qui nous concerne, à actualiser l'ensemble de nos contenus pour vous garantir la formation la plus actuelle possible. Grâce à une formation continue, vous pourrez mettre régulièrement à jour vos connaissances, atteindre des objectifs précis, acquérir des compétences complémentaires et obtenir de nouveaux diplômes, de nouveaux certificats et surtout, vous enrichirez votre mindset d'entrepreneur. Clés pour travailler son mindset et booster ses résultats. Si vous me connaissiez, vous sauriez que j'adore le concret, le pratico-pratique, le passage à l'action et la stratégie. Cependant, le mindset, l'état d'esprit, est très important pour développer son business. Un bon état d'esprit peut faire ou défaire votre réussite. Plus on avance dans son business, plus on se rend compte que l'état d'esprit joue un rôle primordial. Je pense même sincèrement que la réussite, c'est 80% de mindset et 20% d'outils et de stratégie. J'ai souvent vu des entrepreneurs faire exploser leur activité, non pas parce qu'ils ont changé de méthode, d'outils ou de stratégie, mais parce qu'ils n'ont pas fait évoluer leur mindset. Parce que c'est quand on a fait grandir son mindset que les stratégies suivent, tout naturellement. C'est quand on a travaillé sur ces blocages qu'on arrive à faire bouger les choses. Travailler sur soi est très important. Pour ce module, je vous propose 5 clés pour travailler votre mindset et booster vos résultats. La première des clés, c'est de fixer un objectif chiffré. Pour booster ces résultats, il faut tout d'abord savoir quels résultats on souhaite atteindre et être convaincu de leur réalisme. Nos pensées créent notre réalité. Il y a une grande différence entre se dire « je lance mon idée et on verra bien » et « je lance mon idée et l'objectif que je me fixe pour l'année est celui-ci ». Une fois que l'on connaît son objectif, on va pouvoir se poser les bonnes questions. Par exemple, pour un objectif précis de chiffre d'affaires, on va se demander qu'est-ce que je dois vendre ou combien pour atteindre mon objectif. Quelles actions je dois mener pour arriver à ces ventes? Quel prix fixer à mes produits, à mes services pour que ce soit possible? Il devient alors atteignable de concrétiser et d'atteindre nos objectifs. Car grâce à ce questionnement, on peut évoluer dans un environnement plus concret. De plus, sans objectif chiffré, on ne peut mesurer ni la réussite ni l'échec et tout semble être une montagne. Et n'oubliez pas, un bon objectif doit pouvoir être formalisé en une phrase, avoir un délai et être justifié. Vous devez savoir pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Il doit être à la fois ambitieux et atteignable. N'hésitez pas à faire appel à votre intuition pour le fixer. Il n'y a pas de bon ou mauvais objectif. La clé de succès numéro 2, c'est de travailler sa confiance en soi. La peur fait partie de l'aventure de l'entrepreneuriat. Tous les entrepreneurs, même les plus successful, traversent des moments de doute et de peur. La question n'est donc pas comment ne plus avoir peur, mais plutôt comment accepter ma peur
et la transformer en courage. Et travailler sa confiance en soi permet d'évacuer la partie de la peur qui nous paralyse, nous empêche d'avancer en somme, et de transformer le reste en courage. Courage de passer à l'action, d'avancer malgré le risque ou malgré l'appréhension en somme. Quel est le meilleur outil pour travailler sa confiance en soi? Se rappeler son expérience passée et tout ce que l'on a réussi à accomplir. Tous vos accomplissements, petits et grands, sont des preuves que vous pouvez vous faire confiance dans cette aventure. Un exercice très simple est de lister régulièrement ces preuves. Toutes les victoires que vous avez jamais connues, petites et grandes, listez-les. Le fait de les écrire, de vous les remémorer, va nourrir votre confiance en vous petit à petit. Clé de succès numéro 3, s'affranchir du regard des autres. C'est un pas essentiel pour booster ses résultats. Nous sommes tous concernés par ce problème. Un commentaire négatif sur notre business, tout de suite, on le prend personnellement et on remet tout en question. Un regard de travers, on se demande immédiatement ce qu'on a bien pu faire de mal. Cependant, le regard des autres est souvent imaginaire. On extrapole, on s'invente des choses alors que très concrètement, pour parler franchement, on n'a aucune idée de ce que pense la personne en face de nous. Par exemple, le client à qui on va annoncer un tarif. Et c'est ici que le bât blesse. La peur du regard des autres traduit surtout le regard que l'on a sur soi. Ce qu'on croit que les autres vont penser, c'est en fait ce que l'on pense nous. Les émotions, les pensées qu'on attribue aux autres sont bien souvent le reflet de ce qu'on pense de nous-mêmes, comme un miroir. Pour sortir de ces pensées et se construire un mindset d'entrepreneur, il est important de choisir ce que l'on pense de soi. 4e clé de succès, gérer ses émotions. En tant qu'être humain, nos émotions sont nombreuses et régissent notre façon d'agir. Si on se sent joyeux, on va avoir tendance à adopter un certain comportement, qui ne sera pas le même si on est triste, en colère, etc. Replaçons ça dans le contexte du business. Lorsqu'on souhaite atteindre un résultat, un objectif, on doit se mettre en action. Jusqu'ici, logique. Mais si on se met en action en se sentant déprimé ou dans le doute, on ne va pas implémenter les actions avec la même énergie que si on se sent déterminé et confiant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos émotions jouent sur votre passage à l'action et donc sur vos résultats en business. D'où l'importance d'apprendre à les gérer. Comment faire ça? Cela se passe en 3 étapes. Prendre conscience de son émotion lorsqu'elle se manifeste, l'accepter et l'accueillir. Pour accueillir une émotion, prenez quelques minutes pour vous demander si c'est de la colère, de la tristesse, de la peur. Mettez un mot dessus. Et vous rendre compte de ce que cela provoque chez vous. Nœuds dans l'estomac, picotement dans les bras, chaleur. Ce processus va vous permettre de prendre du recul et de dédramatiser. Vous n'êtes pas votre émotion. Une émotion, c'est une vibration qui passe et qui s'en va. Le fait de l'identifier et de la comprendre permet de la laisser passer et de reprendre le cours de sa journée. Clé de succès numéro 3, se mettre en action massive. Cette dernière clé découle des 4 précédentes. Lorsqu'on est dans le business, on se retrouve face à une myriade de choix. Il n'y a jamais de manuel ou de règles spécifiques pour nous indiquer par où passer, que faire et comment. Pas de solution unique qui correspond à tout le monde. On peut donc passer du temps à réfléchir aux options ou passer du temps à agir. Et je vous recommande d'opter pour la 2e option. On a une idée, on y croit, on s'y met. Ce ne sera pas parfait du premier coup, mais on va apprendre en faisant. C'est ainsi qu'on va pouvoir analyser et comprendre ce qui a fonctionné, pourquoi, ce qu'il faut faire différemment, etc. Pour atteindre le résultat que l'on se fixe au départ, il n'y a qu'une façon de le faire, agir. Il est humain de ne pas avoir envie d'agir, car il y a fort à parier que ces actions nous sortent de la zone de confort et nous mettent dans un état inconfortable. La seule manière de lutter contre cela est justement d'agir, encore et toujours.